complexité de la chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui opprime, c'est ce qui libère. C'est quelque chose comme ça. Hein. Alors, on peut se demander, au fond, je crois que ça éclaire sur les rapports hommes-femmes dans nos sociétés, dans les sociétés arabo-musulmanes, qui est que comment est-ce qu'on peut se déprendre de cette condition très particulière qui est celle de n'avoir d'autre solution que de se servir de son corps, c'est-à-dire de l'opprimer pour s'émanciper. Et il me semble que c'est ça qui fait toute la difficulté peut-être, et qui rejoint ce que tu disais, Chérif, tout à l'heure, à propos de, au fond, comment est-ce que les femmes des autres sociétés, les sociétés, par exemple en France, européennes, se sont émancipées des normes sociales qui les ont opprimées. Alors, je vais synthétiser pour répondre à votre question, à vos questions plutôt. Je tiens à signaler encore une fois que la pratique du voile dépend du contexte. Et le contexte tunisien, par exemple, n'est pas celui de l'Arabie Saoudite, n'est pas celui du Yémen, n'est pas celui de la France, n'est pas celui du Soudan, etc. Il y a vraiment cet objet ou cette question-là, ou cette problématique de la vie de la femme ou de la tenue vestimentaire féminine diffère selon le contexte et change d'enjeu, de jeu et d'enjeu en même temps. Oui, en Tunisie, la société n'a pas aussi assumé la liberté des femmes tunisiennes. En plus, l'abandon du voile traditionnel, que ce soit les voiles régionaux ou le voile citadin, CFC, traditionnel citadin, a été plus ou moins imposé par la modernisation de l'État. C'était une volonté plutôt politique que la maturité sociétale pour l'émancipation des femmes. Et dès que le contexte ou le terrain tunisien l'a permis, on voit le retour au voile, mais avec vraiment une diversité énorme. On n'est pas devant les mêmes tenues, on n'est pas devant les mêmes manières de penser, les mêmes logiques de pensée, on n'est pas devant les mêmes interprétations qui sont vraiment très différentes. Chaque type, ou ces trois types, entre rigoristes qui rejettent catégoriquement ou pratiquement, au moins dans le discours, tout ce qui est mode social ou mode de vie sociétal, et plus ou moins les modérés qui sont plus pragmatiques dans leur choix. Je suis pour la religion, j'apprends quelque chose qui est bon, j'apprends tout ce qui vient d'ailleurs, mais en même temps, je garde mes traditions culturelles et je fais avec. Et il y a les libérés qui sont plus dans la transgression de la norme, qui sont plus dans la contradiction, elles sont plus individualistes, même et parfois plus libérées et libérales que les femmes qui ne portent pas le voile. Et elles ont plus la capacité de communiquer avec l'autre. Ou en plus, elles ont d'autres visions de vie, d'autres perceptions de leur corps et d'autres pratiques de l'espace. On porte le voile, oui, mais on a le droit, comme les hommes, d'accéder à tout type d'espace public de loisirs. Par exemple, y compris les stades, les stades de football, les bars-restaurants, et elles sont actives, on peut trouver les corps dansants, par exemple, dans les fêtes de mariage, etc. On peut trouver les femmes qui font leur jogging à côté des parcours de santé, avec ou sans accompagnant. Et on trouve aussi
des cœurs qui prennent plaisir réellement. Et que la vie n'est qu'une façon, n'est qu'une facette. Un permis, un passeport qui leur permettent non seulement d'accéder à l'espace, mais de minimiser le maximum l'agressivité ou la violence contre elles, en tant que femmes libres, de faire ce qu'elles veulent. Oui. Moi, j'ai une question. En fait, dans vos propos, j'ai eu l'impression que le voile était toujours en rapport avec ce qui se passait dans la société et les normes. Mais est-ce que dans les femmes que vous avez rencontrées, il y en avait pas qui faisaient ça juste de façon personnelle et qui avaient vraiment envie de le mettre pour des raisons religieuses, sans forcément être conditionnées par ce qui se passait autour? Mais toutes les femmes disent la même chose, disent qu'elles ont choisi elles mettent le voile parce que c'est une conviction religieuse, parce que c'est obligatoire aux femmes musulmanes, etc. Toutes les femmes disent la même chose. Mais après tout, l'interprétation de leur discours et les vraies raisons qui se cachent derrière ne sont pas que religieuses. Il y a vraiment d'autres raisons qui constituent le choix principal. Ce sont des raisons sociales et culturelles en premier lieu. Oui, c'est ce que j'ai constaté. C'est pas moi qui dis ça, mais le fait de dire, par exemple, lorsque je pose la question sur comment vous vous êtes voilé et pourquoi, etc. Alors, c'est un choix, c'est mon choix, et elle insiste sur le fait que c'est leur choix. Je suis convaincue, c'est le respect du Coran, mais par exemple, rares sont celles qui peuvent citer la sourate du Coran. Qui oblige le voile. En plus, il y a plusieurs interprétations de cette sourate. Par exemple, le voile que vous portez, vous, pour certains, il n'est pas un voile islamique. On peut le nommer comme voile chic, à la mode, light, etc. Et celles qui portent le voile comme vous considèrent celles qui sont rigoristes, qui portent le voile dit charrette ou engagées, etc. Elles les considèrent comme si elles exagèrent, qu'elles ne sont pas des vraies Tunisiennes, qu'elles ne sont pas les vraies musulmanes, etc. Qu'elles sont arriérées parfois, qu'elles sont... Voilà. Par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, ce que ça m'évoque, c'est l'idée que, au fond, ça pose aussi la question de la recherche de l'identité. C'est-à-dire aussi comment d'une certaine manière, dans les processus d'individuation, il peut y avoir, dans les processus d'individuation, c'est-à-dire à la fois en tant que sujet dans une société, il peut y avoir également ce type de démarche qui participe du processus d'individuation. Nos étudiants qui ont un examen sont obligés de nous quitter. Merci pour votre présence, d'avoir fait l'effort. Merci à Chedli qui les a amenés, qui a retardé l'examen d'une heure en se privant de son déjeuner pour assister à la conférence. Et merci aux étudiants. Merci. Et on va reprendre la discussion. Je me posais la question, au fond, par rapport à ce que vous venez de dire, à propos de comment, au fond, les sujets, les personnes que vous avez interrogées vont vous donner une définition, qui est aussi une définition par rapport à l'autre. C'est pas que soi, c'est aussi par rapport à l'autre. Et je me demandais si ça ne participait pas, justement, parce que ça éclaire sur beaucoup de choses, si ça ne participait pas de ce fameux processus d'individuation dans des sociétés qui sont extrêmement référencées à la norme groupale. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que c'est aussi des quêtes personnelles. Comment est-ce qu'on devient une personne, comment on devient un sujet, comment on devient un sujet politique,
comment on devient voilà, un sujet psychique, etc., etc., et que tout ça, ça se retrouve dans cette espèce de démarche qui témoigne justement de la diversité de la démarche. Oui, tout à fait. Elles sont vraiment dans la quête et la recherche d'un soi ou d'une personne ou d'une femme qui ressemble, qui est proche de l'idéal type de la femme musulmane. En même temps, elles sont aussi dans la recherche de se distinguer par rapport aux autres. Mais la différence entre les trois catégories de femmes qui portent le voile, c'est leur degré de tolérance et d'ouverture et de communication avec l'autre. C'est ce qui fait la différence. Il y a celles qui sont très ouvertes et elles sont trop dans la communication et l'ouverture et l'échange, etc. Il y a celles qui imposent ces idées et qui considèrent qu'elle sait tout, qu'elle a raison. Et c'est ce qui fait, bon, je pense que c'est ce qui fait. En plus, elles se contredisent entre ces trois catégories, elles se contredisent. Chacune se positionne comme si c'est elle qui a raison. Et que l'islam, et c'est ça, on se trouve devant des islams et des interprétations multiples et diversifiées de la religion et même du surat ou de tout ce qui concerne le rapport au hijab. Robert. Khaled disait tout à l'heure, la pratique du voile dépend du contexte. Pour la Tunisie, ce n'est pas un contexte, ce sont des contextes. Et ça renvoie à la question suivante, dans votre échantillonnage, le monde de la Tunisie reste en partie notable. Est-ce que dans votre échantillonnage, il y a des représentants de ce monde-là, où on est resté dans un monde, sinon bourgeois du Moyen-Orient, et y a-t-il des différences importantes, non seulement à l'égard des pratiques, mais à l'égard des multiples manières dont la pratique est vécue. Alors, dans mon échantillonnage, j'ai effectué mes entretiens avec des femmes de différentes régions du pays, mais qui habitent à Tunis, le Grand Tunis. Elles sont bien sûr, il y a celles qui ont des origines rurales, il y a celles qui ont des origines urbaines ou citadines, et je pense que celles qui sont d'origine rurale ont plus de facilité à s'adapter au port du voile que les autres, que les citadines. Et que le voile, en même temps, le voile c'est un habit de ville, plus qu'un habit de campagne. Elles sont obligées, par exemple, il y avait deux filles, une qui a 41 ans, qui est aide ménagère couchante. Elle a porté le voile en 2001 parce qu'elle est venue à Tunis pour chercher un travail. Et du coup, elle a porté le voile dès son arrivée à Tunis. Et elle continue à le porter parce qu'elle m'a dit, en fait, dans ma famille, je ne porte pas le voile. D'ailleurs, il n'y a pas de personne étrangère qui habite à côté de nous ou qui peut me voir, etc. Je n'étais pas obligée de porter le voile. Par contre, à Tunis, pour des raisons pudiques, elle portait le voile et pour ne pas être agressée et pour aussi encadrer ou calmer les soucis et les angoisses de sa famille. Et il y a une autre qui avait 21 ans, et c'est une serveuse qui vient aussi de l'intérieur du pays et qui a porté le voile pour les mêmes motifs.
Et elle me disait, elle m'a parlé de son père comme